Imaginez un instant que, sans prévenir, 3 pays dressent un mur invisible dans leur ciel pour dire « Non, les avions américains ne passeront plus par ici ». Ce matin, à 8h47 précise, Caracas a tiré la première salve. Vladimir Padrino López, ministre de la Défense du Venezuela, signe le décret 847. Résultat, ciel verrouillé pour tout appareil militaire ou de reconnaissance américain. À peine la poussière retombée, la Havane emboîte le pas. Puis Téhéran entre dans la danse, non sans panache, en envoyant 4 navires de guerre rôder dans les eaux proches du Venezuela. Le timing n'a rien d'anodin. Ce n'est ni un caprice diplomatique, ni un alignement d'étoiles. C'est une opération minutieusement orchestrée. Une fermeture coordonnée de couloirs aériens utilisés par Washington depuis 1952, comme si ces routes leur appartenaient de droit divin. Et voici que, pour la toute première fois de l'ère contemporaine, 3 États enclenchent de concert leur bouclier aérien dernier cri. Des dispositifs technologiques pointus conçus pour une chose: rendre la domination aérienne américaine obsolète dans des zones clés. On avait déjà vu des soubresauts, comme ce face-à-face sino-américain en 2001 ou la saga de l'avion d'Evo Morales en 2013. Mais jamais une réponse aussi calibrée, aussi coordonnée. 3 pays, un même message et des outils technologiques qui changent les règles du jeu. L'ampleur de ce qui vient d'être accompli est vertigineuse. Le Venezuela a positionné 12 batteries de missiles russes S-300VM sur 6 points stratégiques. Chacune peut traquer 100 cibles en même temps jusqu'à 200 km de distance. Cuba a activé 4 radars russes résonnants capables de détecter les avions furtifs américains à 400 km. L'Iran a déployé son propre système, le Bavar 373, dont les capacités rivalisent avec les S-400 russes. Ensemble, ces 3 pays ont créé une bulle de déni d'accès. 5 millions de kilomètres carrés d'espace aérien stratégique sont désormais verrouillés. C'est la fin des hypothèses qui guidaient le Pentagone depuis des générations. L'idée que les avions américains pouvaient opérer librement près des cibles stratégiques vient de s'effondrer. Ce contexte ne sort pas de nulle part. Il est le fruit de décennies de violations systématiques de l'espace aérien. Souvenez-vous de la crise des missiles de Cuba en 1962. Les avions espions U-2 américains ont effectué plus de 400 vols non autorisés. L'un d'eux a été abattu. Les États-Unis ne se sont jamais excusés. En 1988, la marine américaine a abattu le vol civil Iran Air 655. 290 passagers tués, dont 66 enfants. Le capitaine du navire américain a reçu une médaille pour son service. Le message était clair. L'Amérique ne rend pas de compte. Au Venezuela, c'est la lutte anti-drogue qui servait de couverture. En 2008, le commandement sud-américain a admis avoir mené au moins 17 vols de drones espions au-dessus du territoire vénézuélien. Il surveillait les bases militaires sans aucune autorisation légale. Mais le tournant a eu lieu en 2011. L'Iran a capturé un drone américain RQ-170 Sentinelle intact. Les États-Unis ont exigé son retour. L'Iran a refusé, l'a exposé à la télévision et a procédé à de la rétro-ingénierie. De là est né le Shahed 171, un drone furtif que l'Iran exporte désormais vers la Russie, le Venezuela et Cuba. Les capacités déployées aujourd'hui représentent un saut quantique. Le Venezuela peut engager des cibles à 100 km d'altitude. Cuba voit plus loin que jamais grâce à ses nouveaux radars. Et l'Iran a prouvé son indépendance technologique totale. À Washington, la confusion est totale. Le Pentagone a convoqué 2 réunions d'urgence en 24 heures. Il cherchait des options militaires pour restaurer la surveillance sans déclencher de guerre. Toutes les options ont été rejetées. Monter en altitude? Inutile. Les radars russes au Venezuela traquent jusqu'à 50 km de haut. Utiliser plus de satellites? Trop cher. 300 millions de dollars par lancement pour des trajectoires trop prévisibles. Lancer des avions depuis des porte-avions? Impossible. L'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz en représailles. C'est la démonstration parfaite de la résistance coordonnée. Elle crée des points de pression multiples qui paralysent les planificateurs américains. Même la tentative diplomatique a échoué. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a proposé de lever certaines sanctions pétrolières contre la réouverture de l'espace aérien. La réponse du Venezuela a fusé en 2 heures.
Le Venezuela ne négocie pas sa souveraineté territoriale contre un accès au marché. L'Amérique découvre qu'elle ne peut plus acheter l'obéissance. Le paradoxe stratégique est cruel. Ces 3 pays contrôlent des routes vitales. Le Venezuela surveille les routes de la drogue. Cuba domine le détroit de Floride par où passe 40% du commerce maritime américain. L'Iran tient le détroit d'Ormuz, artère vitale du pétrole mondial. L'impact financier est immédiat. Perdre la surveillance sur le Venezuela coûtera au commandement sud 700 millions de dollars supplémentaires par an. Chaque mission demandera 43% de carburant en plus pour contourner la zone. Et les États-Unis se retrouvent isolés. La Colombie refuse d'accueillir des bases pour espionner ses voisins. Le Brésil l'interdit dans sa constitution. Même une résolution de l'Organisation des États américains pour condamner le Venezuela a échoué. 18 pays ont voté contre les États-Unis. Pire, les menaces de sanctions secondaires ne fonctionnent plus. La Russie et la Chine ont ignoré les avertissements et annoncé 4 milliards de dollars de nouveaux contrats d'armement avec ces 3 pays. Ce qui se passe s'explique très bien par la théorie des relations internationales. Quand une superpuissance étend trop ses engagements militaires, elle crée des vulnérabilités. Les États-Unis sont engagés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Ils n'ont plus les ressources pour concentrer une force écrasante dans leur propre hémisphère sans abandonner le reste du monde. C'est ce que Kenneth Waltz appelait l'équilibrage des puissances dans ses travaux sur les relations internationales, qui montre que les États cherchent à empêcher l'hégémonie d'un seul en équilibrant la distribution du pouvoir dans le système international. Le Venezuela, Cuba et l'Iran n'ont pas la même idéologie, mais ils partagent une menace existentielle. Se coordonner est donc une stratégie de survie rationnelle. 2 piliers de la puissance américaine viennent de s'effondrer. Premier pilier, la surveillance globale. Elle dépendait d'un accès libre au ciel. Avec des missiles capables d'abattre tout ce qui n'est pas furtif à 200 km, cet accès est fini. Remplacer toute la flotte par des avions furtifs coûterait des sommes astronomiques. Deuxième pilier, la dissuasion par la présence. Si ces pays prouvent qu'ils peuvent aveugler l'Amérique sans représailles, la peur disparaît. L'effet de contagion a déjà commencé. L'Algérie négocie des S-400. Le Pakistan regarde les systèmes chinois HQ-9. Le Nicaragua veut des Pantsir russes. Chaque pays comprend qu'il peut copier la stratégie vénézuélienne, acheter de la technologie de déni d'accès et se coordonner. C'est un changement fondamental. Les puissances moyennes passent de la soumission à la résistance active. Sur le plan technologique, la défense a pris l'avantage sur l'attaque. Les radars et les missiles sont devenus si sophistiqués que la surveillance permanente devient trop dangereuse et trop chère, même pour le budget militaire américain. Si ce modèle se répand, les alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord commenceront à douter. L'Amérique peut-elle vraiment garantir leur sécurité si elle ne peut même plus surveiller son propre voisinage? Cette fermeture coordonnée de l'espace aérien sert plusieurs publics. Elle parle aux planificateurs américains, aux gouvernements régionaux et aux nations neutres qui observent l'efficacité de cette résistance. Ce que le Venezuela, Cuba et l'Iran ont démontré, ce n'est pas juste de l'anti-américanisme. Ils ont prouvé qu'une puissance moyenne avec des ressources modestes peut défendre sa souveraineté si elle acquiert la bonne technologie et se coordonne avec les bonnes personnes. Le Pentagone ne l'admettra pas publiquement, mais la transition a déjà eu lieu. L'ère de 72 années de suprématie aérienne américaine incontestée est terminée. Ce qui émerge à la place déterminera si la surveillance reste un outil de domination mondiale ou si elle devient un luxe hors de prix à la valeur stratégique de plus en plus limitée.